Ils m'ont prévenu que si je choisissais de rester dans la vraie réalité, je serais incomplet. Je n'avais pas encore fini mon expérience dans le monde simulé, et ça créerait un déséquilibre. J'ai vécu plusieurs expériences d'anomalies temporelles et je peux te dire que ce n'est absolument pas agréable. C'est terrifiant, et parfois, c'est tellement difficile à gérer que je ne sais plus quoi faire. Une des fois qui m'a le plus marqué, c'était en me promenant dans le quartier de mon père avec un ami. Au début, tout semblait normal, mais d'un coup, tout a changé. L'air est devenu lourd, et le silence s'est imposé. Il n'y avait plus aucun bruit, ni d'oiseaux, ni de voitures, rien. C'était comme si le monde s'était figé. Je me suis aussi rendu compte que toutes les portes des maisons étaient grandes ouvertes, ce qui m'a tout de suite semblé étrange. Pourtant, les gens dans ces maisons agissaient comme si c'était normal. J'ai senti que quelque chose clochait, que ce n'était pas réel. J'ai pris sur moi et j'ai décidé de tester ce qui se passait. Je suis entré dans l'une des maisons, juste comme ça, pour voir ce qui allait arriver. Et rien ne s'est passé. Les habitants ne m'ont même pas remarqué. Ils bougeaient comme des automates, comme s'ils étaient programmés, complètement indifférents à ma présence. C'était comme être entouré de personnages non jouables dans un jeu vidéo, dépourvus de conscience. À un moment, j'ai vu une femme marcher sur la route. J'ai essayé de lui parler, de l'arrêter, mais elle ne m'a même pas regardé. C'était comme si je n'existais pas pour elle. L'atmosphère était si étrange, si oppressante. J'avais la sensation que des yeux invisibles me fixaient, partout où je regardais. L'air lui-même semblait chargé d'une énergie malsaine. Ce n'était pas la seule fois que cela m'est arrivé dans ce quartier. Il y a eu d'autres moments où j'ai eu l'impression que le temps ou la réalité elle-même se déformait. Chaque fois, c'était lié à cet endroit précis. Je suis convaincu que le quartier de mon père est maudit. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-bas, quelque chose qui défie toute logique. Je ne sais pas comment expliquer ces expériences. J'ai étudié en France pendant un moment dans le cadre d'un programme pour élèves brillants. C'était un groupe composé d'enseignants et d'étudiants, un de ces programmes élitistes où seuls les meilleurs avaient leur place. Je souffre d'insomnie depuis toujours, même enfant. Une nuit, lors de ce séjour, quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais. On était tous sortis boire un verre et on avait passé une bonne soirée. Vers 2 heures du matin, tout le monde dormait profondément dans notre étrange petit condo partagé. Moi, évidemment, j'étais toujours éveillé, alors je suis sorti fumer une cigarette. En sortant, j'ai aperçu un autre étudiant de notre groupe, appelons-le X, pour préserver son anonymat, qui marchait nerveusement sur le sol carrelé, comme s'il essayait de se calmer ou de se rafraîchir. Il faisait chaud, on était en Provence, après tout. Intrigué, je lui ai demandé si ça allait, et il m'a répondu en tremblant: « Je peux vraiment te faire confiance ?» J'ai dit que oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'il s'est effondré. Tremblant et les larmes aux yeux, il m'a expliqué qu'il avait eu un accident grave à la tête quand il était enfant, vers 7 ou 8 ans. Je me suis figé, ne sachant pas ce qu'il allait me révéler. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang: « J'ai déjà vécu tout ça. Je te connais déjà. Nous avons déjà fait tout cela. » Il m'a raconté qu'il avait fait une sieste un après-midi alors qu'il avait 13 ans, des années après son accident, et s'était réveillé complètement différent. Selon lui, il avait vécu une autre vie, jusqu'à ses 43 ou 46 ans. Il se souvenait de tout: une épouse, une vraie personne, 3 enfants dont il connaissait les prénoms, une maison dont il pouvait réciter l'adresse exacte. Tout semblait incroyablement réel. Il me décrivait son travail, sa voiture, même son sous-sol. Il se souvenait des moments heureux, mais aussi des pertes et des douleurs. Puis, un jour, il s'était couché comme un homme dans la quarantaine, et s'était réveillé dans le corps d'un adolescent de 13 ans, terrifié et complètement perdu. Ce soir-là, il a partagé tout ça avec moi parce qu'il avait confiance en moi, mais il m'a aussi dit qu'il en avait parlé à très peu de gens. Ce qu'il disait semblait tellement précis et détaillé que c'en était troublant. Il a même prédit certains événements de notre voyage, disant qu'il se souvenait d'avoir déjà vécu tout cela auparavant.
Je ne savais pas quoi penser. Était-ce l'effet de son traumatisme crânien, un fragment d'un esprit abîmé? Ou bien est-ce que notre cerveau a une capacité insoupçonnée à créer des souvenirs qui semblent aussi réels qu'une vie vécue? Je n'ai jamais su quoi en penser. Il semblait tellement sincère, et les détails qu'il partageait étaient si nombreux que c'était difficile de simplement écarter tout ça comme une divagation. Ce soir-là, je suis resté à l'écouter. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Il y a quelques années, un matin comme les autres, je me suis réveillé et je suis allé à la cuisine où ma mère se trouvait déjà. J'étais bien réveillé, pas du tout dans le brouillard, et je me suis assis à la table. Mon assiette était posée devant moi, prête à recevoir le petit déjeuner. De l'autre côté de la pièce, ma mère était devant la cuisinière, occupée à préparer ces sortes de galettes tortillas qu'elle me faisait souvent ces jours-là. Dès que je me suis installé, elle s'est approchée de moi, silencieuse, et a posé une seule tortilla sur mon assiette avant de retourner à son plan de travail pour continuer à en préparer d'autres. Je l'ai remerciée, comme toujours, et avant de mordre dans la galette, je l'ai regardée attentivement. J'observais les endroits où elle avait doré et ceux qui étaient restés plus clairs. Elle était parfaite, dans sa forme et dans sa texture. Je l'ai mangée avec plaisir, en veillant à ne pas laisser la moindre miette sur mon assiette. Ensuite, j'ai remercié ma mère une seconde fois et je lui ai dit que c'était vraiment délicieux, parfait même. Elle n'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle était sûrement trop concentrée sur sa tâche pour m'écouter. Je continuais à lui parler de cette tortilla impeccable, lui expliquant à quel point elle avait bien réussi, mais elle ne réagissait toujours pas. Enfin, elle s'est retournée et m'a dit, avec une voix calme, « Je ne t'ai pas encore donné de tortilla. » J'ai cru qu'elle plaisantait, qu'elle essayait de me faire marcher. Mais, un doute s'est glissé en moi. Je me suis levé et suis allé vérifier ce qu'elle préparait. Effectivement, elle n'avait pas encore fini de façonner la pâte, et aucune tortilla n'était prête. Tout était encore à l'état brut. J'étais complètement perdu. J'étais sûr d'avoir vu ma mère me servir cette tortilla, de l'avoir mangée, et même d'en avoir parlé avec elle. Pourtant, elle assurait n'avoir rien fait. Elle m'a expliqué qu'elle avait trouvé étrange que je la remercie alors qu'elle n'avait même pas encore quitté son plan de travail. Elle n'avait pas compris de quoi je parlais. Je suis retourné à ma place, troublé, et je me suis rassis. Peu après, ma mère a enfin fini de cuire la première tortilla. Je me suis levé pour voir et, stupéfait, j'ai constaté qu'elle ressemblait en tout point à celle que j'avais déjà mangée, même forme, même dorure, identique. Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme si j'avais expérimenté une scène qui n'existait pas, mais qui était pourtant si réelle pour moi. La semaine dernière, j'ai vécu une urgence médicale assez sérieuse, une réaction allergique extrême. J'ai dû me rendre en urgence dans une clinique pour recevoir une injection contre le choc anaphylactique. Une fois rentré chez moi, complètement épuisé, je me suis effondré et me suis endormi. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, quelque chose d'étrange s'était produit. Tout d'un coup, je pouvais écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Non seulement ça, mais je pouvais aussi lancer des objets avec ma main gauche, avec une aisance qui n'avait jamais existé. C'était complètement nouveau pour moi, étant donné que j'ai toujours été droitier. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça une anomalie, mais il est clair qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Depuis cet événement, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Est-ce que cette réaction violente a déclenché quelque chose dans mon cerveau? Est-ce que cette injection, ou peut-être même la gravité de ce que j'ai traversé, a pu modifier quelque chose dans ma neurologie? Et une pensée plus troublante me traverse parfois l'esprit, et si j'étais mort, juste brièvement, et que je n'étais pas revenu tout à fait comme avant? Je sais que ça semble absurde, mais ce genre de changement soudain et inexplicable donne à réfléchir. Mon corps semble capable de quelque chose qu'il n'a jamais été capable de faire avant, et ça défie tout ce que je croyais connaître de moi-même. Cela s'est passé il y a environ 8 ans. Mon ami et moi étions en retard pour notre cours de biologie.
Nous venions de terminer notre période de sport et nous nous étions laissés emporter, perdant complètement la notion du temps. Réalisant soudain que nous étions en retard, mon ami a lancé « Il faut qu'on se dépêche, on a déjà 5 minutes de retard ». Pour rejoindre notre salle de classe depuis le terrain, nous devions passer devant le laboratoire informatique. Juste à côté se trouvait une pièce où les enseignants préparaient les sujets d'examen et géraient d'autres tâches liées à l'informatique avec l'aide de notre professeur de technologie. En passant à toute vitesse, nous avons aperçu notre professeur de biologie dans cette pièce. Elle nous a remarqués et nous a dit « Allez dans votre classe. Je vous rejoins dès que j'ai terminé ici ». Soulagés de ne pas nous faire réprimander sur le moment, nous avons souri, heureux de notre chance. Mais à peine avions-nous atteint la salle de classe que nous nous sommes figés sur place. Ce que nous avons vu était complètement incompréhensible. Notre professeur de biologie se tenait déjà là, devant le tableau. Elle avait déjà dessiné 2 ou 3 grands schémas et s'était mise à expliquer la leçon. Elle s'est tournée vers nous avec un regard sévère et nous a grondés pour notre retard. Nous étions abasourdis. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai toujours été fasciné par les lieux abandonnés. Il y a quelque chose de captivant dans le fait de voir ce qui a été laissé derrière et comment le temps marque ces endroits. Ce qui me plaît le plus, c'est quand tout est resté tel quel, figé à l'instant où le bâtiment ou la maison a été déserté. Observer la décomposition naturelle ou les changements sans intervention humaine a un côté presque hypnotique. Il y a environ 6 ans, à Hawaï, je me trouvais près d'un centre commercial quand j'ai entendu quelqu'un mentionner que tous les restaurants un peu plus loin étaient abandonnés. Intrigué, j'ai décidé d'aller voir par moi-même. Le premier restaurant que j'ai trouvé était un restaurant en plein air. Il était évident qu'il avait été abandonné depuis de nombreuses années. Il ne restait pas grand-chose à voir, alors j'ai continué mon exploration. Le suivant était un buffet. Celui-ci était différent, tout à l'intérieur avait été laissé en place. Cependant, le bâtiment était clairement à l'abandon depuis longtemps. Les ventilateurs au plafond étaient en mauvais état, et une épaisse couche de poussière recouvrait tout à l'intérieur. Une pancarte sur la porte indiquait qu'il était condamné. Je ne pouvais pas rentrer, mais à travers les vitres, j'ai vu des toiles d'araignée et encore plus de poussière. Le restaurant s'appelait Hawaiian Buffet, avec des dessins de palmiers cartoonesques de chaque côté du nom. Le dernier restaurant que j'ai trouvé était un Subway. Celui-ci avait été presque entièrement vidé. Les tables et les chaises étaient empilées les unes sur les autres, des morceaux du plafond gisaient au sol, et les ventilateurs étaient dans un état lamentable. Une vieille pancarte fanée accrochée à la porte annonçait qu'il était à vendre. Après cette petite exploration, je suis retourné rejoindre ma famille, qui faisait des courses à quelques pâtés de maison de là. 1 heure plus tard, ils ont décidé qu'il était temps de manger. Je leur ai dit que tous les restaurants dans cette zone étaient fermés, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Nous sommes donc retournés dans cette même zone. Et là, tout a changé. Les 3 restaurants étaient ouverts et fonctionnels. Le buffet, qui semblait condamné plus tôt, était propre, lumineux et rempli de clients qui mangeaient. Le bar était bondé, des gens buvaient et riaient. Le Subway, lui aussi, était ouvert, avec quelques personnes en file pour commander. J'étais complètement abasourdi. Nous avons décidé de manger au Subway. Tout semblait normal, comme si je n'avais jamais vu ces lieux dans leur état délabré quelques heures auparavant. Le lendemain, je suis retourné seul dans cette zone pour vérifier ce que j'avais vu. Et, comme la première fois, tout était de nouveau abandonné. Les restaurants étaient dans le même état de décrépitude que je les avais trouvés initialement, peut-être même légèrement pire. Ma famille, de son côté, a simplement supposé que je m'étais trompé de quartier la veille. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Les noms des restaurants, leurs emplacements, tout correspondait. En 2022, j'ai eu l'occasion de retourner à Hawaï et de revisiter cette zone. Les restaurants étaient toujours abandonnés, encore plus délabrés qu'avant. Ce que j'ai vécu ce jour-là en 2016 reste un mystère total. Cette expérience est racontée du point de vue de ma mère.
En 2021, à l'âge de 41 ans, j'ai été admise à l'hôpital Wiston, dans le nord-ouest de l'Angleterre, à cause d'une septicémie. Après des examens, ils ont découvert que j'avais une infection sanguine à MSSA ainsi qu'une endocardite, une infection du cœur. J'y suis resté 6 semaines pendant que les antibiotiques faisaient effet. Heureusement, je m'en suis remise, mais quelque chose s'est passé durant ce séjour que je n'arrive toujours pas à expliquer. L'hôpital Wiston existe depuis longtemps. L'ancien bâtiment, avant sa démolition en 2010, avait une allure du 19e siècle, avec une architecture chargée d'histoire. Le nouvel hôpital a été construit à la même place, et il est totalement moderne, avec un style clinique et impersonnel. Pendant mon hospitalisation, j'avais pris une petite routine. Je sortais de ma chambre, prenais l'ascenseur pour descendre, allais fumer une cigarette dehors, puis remontais de la même manière. C'était tranquille la nuit, et je n'y prêtais pas attention, jusqu'à une nuit où tout a basculé. Ce soir-là, après ma pause cigarette, je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton pour monter à mon étage. Mais au lieu de monter, l'ascenseur a commencé à descendre. Je me suis dit que c'était un simple dysfonctionnement et que j'allais réappuyer sur le bouton une fois arrêté. Quand les portes se sont ouvertes, tout de suite, quelque chose m'a paru anormal. Le couloir devant moi ne ressemblait pas à l'hôpital moderne auquel j'étais habitué. Les murs avaient l'air vieux, comme s'ils dataient de plusieurs décennies, et l'éclairage était faible. L'ambiance était oppressante, et il n'y avait personne en vue. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré la sensation désagréable dans mon estomac, j'ai fait un pas dehors pour jeter un œil. À ma gauche, j'ai vu une porte avec un panneau indiquant urgence. Ça n'avait aucun sens. Les urgences étaient censées se trouver au-dessus, pas en dessous. Je me suis avancé un peu plus, et plus je progressais, plus l'atmosphère devenait étrange. L'air semblait lourd, et le silence était absolu, presque assourdissant. Puis, j'ai vu des lits alignés le long du couloir. Ils étaient en métal, avec des matelas bleus fins, comme ceux qu'on pourrait trouver dans un hôpital ancien, pas dans une structure moderne. La lumière diminuait au fur et à mesure que je m'aventurais, et j'ai commencé à sentir comme si quelqu'un m'observait. C'était insupportable. J'ai paniqué, fait demi-tour et couru vers l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton de mon étage, et heureusement, cette fois, il m'a ramené à ma chambre. Après cette nuit, j'ai évité cet ascenseur autant que possible. Mais je n'arrêtais pas de repenser à ce que j'avais vu. Je voulais croire que j'avais simplement rêvé ou que j'étais trop fatigué, mais tout me semblait si réel. Une semaine plus tard, j'ai dû reprendre cet ascenseur, tard dans la nuit. J'étais nerveuse, mais je n'avais pas le choix. Quand j'ai appelé l'ascenseur, les portes se sont ouvertes et j'ai regardé l'affichage au-dessus. Au lieu d'un numéro d'étage, il y avait une seule lettre, un X. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai immédiatement tourné les talons et quitté l'ascenseur. Je ne sais pas si c'était un code d'erreur ou un dysfonctionnement, mais je ne voulais pas le découvrir. Dans mon université, les cours de psychologie exigent que les étudiants participent à des études ou des expériences en psychologie dans le cadre de leurs notes. Sur le site où l'on s'inscrit pour ces études, chaque annonce indique où elles se déroulent, combien de temps elles durent, et combien de crédits elles rapportent. Celle à laquelle je m'étais inscrite durait 1 heure, ce qui était logique vu le nombre de crédits qu'elle rapportait. Elle était programmée pour commencer à 16 h et se terminer autour de 17 h. Le jour de l'expérience, j'ai eu beaucoup de mal à trouver et à naviguer dans le bâtiment. C'était comme si j'étais entré dans une sorte de zone étrange, un endroit hors du temps. Finalement, j'ai trouvé le laboratoire. J'ai attendu dehors avec mon téléphone, surveillant l'heure. À 16 h pile, je suis entré. Les chercheurs m'ont demandé de leur laisser toutes mes affaires, puis de m'asseoir dans une petite pièce avec un ordinateur. Là, ma tâche consistait à analyser des centaines de visages. Je devais répondre à chaque image en décrivant mes impressions. Le processus semblait interminable. J'ai essayé de chercher une horloge ou de vérifier l'heure sur l'ordinateur, mais il n'y en avait pas. J'ai commencé à m'inquiéter, car je devais assister à un cours à 17 h, et bien que ce cours soit à quelques minutes à pied, je n'étais pas sûr de pouvoir y arriver à temps.
Quand j'ai enfin terminé, ils m'ont rendu mes affaires. La première chose que j'ai faite a été de vérifier l'heure sur mon téléphone. Le choc, il était seulement 16h01. 1 minute. Une seule. C'est complètement insensé. Je devais avoir passé un long moment dans cette pièce. Analyser des centaines de visages, répondre à chaque image, et même juste m'installer devant l'ordinateur aurait pris bien plus qu'1 minute. Ça ne colle tout simplement pas. Chaque jour, en rentrant du travail, je nourris les chats errants de ma rue. J'essaie de tous les aider, mais il y a un mâle en particulier avec qui j'ai une relation spéciale. Il m'accorde une confiance qu'il refuse à tous les autres humains, et il me montre une affection sincère. Cependant, ces derniers temps, je ne l'ai presque plus vu. J'ai supposé que c'était à cause de l'hiver et de la saison des accouplements, où les chats errants partent souvent chercher une femelle. Mais chaque nuit, j'entendais des bagarres de chats d'une intensité inhabituelle près de chez moi, des cris si violents que je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant. Ça me rendait anxieux, car j'avais peur qu'ils fassent partie de ces combats. Hier, j'ai décidé de me lever tôt pour aller voir ce qui se passait là où les bruits venaient. Je voulais, en même temps, essayer de calmer les choses et nourrir les chats. Il était 5h du matin, et j'étais profondément endormi quand ces sons ont de nouveau retenti. J'ai sauté de mon lit, enfilé mon manteau, mis mes lunettes et je suis sorti en courant. En arrivant sur place, j'ai vu mon chat mâle. Il se tenait là, les oreilles rabattues, fixant quelque chose avec curiosité. Au début, je pensais qu'il observait une proie, alors je suis resté en retrait pour ne pas le déranger. Puis, il a émis ce miaulement particulier, celui qu'il fait lorsqu'il est agacé. J'ai avancé lentement vers lui pour mieux voir ce qu'il regardait. C'est là que mon cœur s'est arrêté. Je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai vu, car cela dépasse l'entendement. Devant lui, il y avait quelque chose qui semblait tenter de prendre la forme d'un chat, mais qui n'y arrivait pas. Ça tournoyait sur lui-même, comme si la réalité se déformait, et sous la lumière, je voyais des parties de ce quelque chose apparaître et disparaître. D'abord une tête de chat, puis une queue, mais jamais un corps entier. C'était comme une image pixelisée qui ne parvenait pas à se stabiliser. Mon chat restait sur la défensive, dans une posture agressive, mais il semblait aussi méfiant et nerveux. Peu à peu, je l'ai vu reculer lentement vers un petit coin, comme pour se mettre en sécurité. Moi aussi, je me suis éloigné, essayant de rester calme, même si tout en moi hurlait de peur. Je ne suis pas du genre à paniquer ou crier dans des situations inhabituelles, mais cette vision était bien différente de tout ce que j'avais connu. En rentrant chez moi, j'ai réussi à garder mon calme jusqu'à franchir la porte. Mais une fois à l'intérieur, j'ai craqué et fondu en larmes. Ce genre de choses n'est pas nouveau pour moi, j'ai déjà vécu des expériences étranges, mais celle-ci m'a complètement bouleversé. Ce matin, en allant travailler, j'ai vu le mâle sur mon chemin. Il allait bien, et il était heureux de me voir. Je lui ai donné à manger, et il m'a remercié à sa manière. Cela m'a rassuré de savoir qu'il était sain et sauf. Mais cette expérience reste gravée dans ma mémoire, et même si je ne comprends pas ce que j'ai vu, je sais que c'était bien réel. Cela s'est passé il y a quelques semaines, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Avant de commencer, voici un peu de contexte. Je conduis énormément pour mon travail. Tellement que je finis 2 livres audio de 11 à 15 heures par mois. En plus de ça, je passe des heures sur l'application Marco Polo à échanger des vidéos avec mon ami d'enfance qui vit dans une autre province. Il m'arrive souvent de passer en mode pilote automatique en conduisant. Parfois, je me rends chez moi sans vraiment me souvenir du trajet. Les livres audio m'aident beaucoup à rester concentré sur la route. Si jamais je perds le fil du livre, je sais que je suis en train de me laisser distraire, ce qui me ramène à la réalité. Même en mode automatique, je reste un conducteur prudent. Je ne grille pas les feux rouges, je ne manque pas les panneaux stop, et je n'ai jamais eu d'accident de voiture. Je suis, de nature, quelqu'un de très attentif en voiture. Ce soir-là, je me sentais alerte, bien consciente de mon environnement, tout en écoutant mon livre audio. Sur le chemin de la maison,
il y a 2 intersections avec des panneaux stop à 4 directions, suivis de ma rue sur la gauche. Ces intersections sont sur une route faiblement éclairée, mais je connais ce trajet par cœur. J'ai marqué l'arrêt au premier panneau stop. Aucune voiture ne passait, donc je suis reparti. Au deuxième stop, une voiture était déjà engagée, donc je l'ai laissé passer avant de continuer à avancer. Je cherchais activement ma rue, car il faisait sombre et je voulais m'assurer de ne pas la rater. Mais ma rue n'était pas là où elle aurait dû être. D'après mon horloge interne, j'aurais dû y être. J'ai alors pensé que je roulais peut-être plus lentement que d'habitude à cause de l'obscurité, mais quand j'ai vérifié ma vitesse, j'étais exactement à la limite autorisée. Ensuite, j'ai vu une rue devant moi. Je me suis dit que j'y étais presque. Mais quand je suis arrivé à l'intersection, ce n'était pas ma rue. C'était une rue avec un nom que je ne reconnaissais pas. J'ai continué à rouler, mais les rues suivantes m'étaient toutes inconnues. J'étais complètement désorienté. Ma rue est censée être la seule entre ce deuxième panneau stop et une grande intersection à 4 voies avec des feux de circulation. Pourtant, je me retrouvais dans un quartier résidentiel que je n'avais jamais visité auparavant. Je me suis arrêté sur le côté de la route et j'ai consulté la carte sur mon téléphone. À ma grande surprise, j'étais déjà de l'autre côté de l'intersection principale, dans un lotissement. D'une manière ou d'une autre, j'avais sauté un segment de route. Quand j'ai raconté cela à mon mari et à mes amis, ils ont tous mis ça sur le compte de l'hypnose routière. Mais ce n'est pas ça. Je connais cette sensation, cela m'arrive parfois, et c'était complètement différent. J'étais pleinement concentré, cherchant activement ma rue dans l'obscurité. Il n'y avait aucun panneau stop entre l'intersection principale et l'endroit où je me suis arrêté. Cela signifie que je ne pouvais pas avoir confondu les routes dès le départ. J'écoutais mon livre audio, et tout restait cohérent. Je n'ai pas perdu le fil, ce qui indique que je ne me suis pas laissé distraire ou perdu dans mes pensées. Même quand je me mets en mode automatique, je prends toujours des routes familières. Si je me perds dans mes pensées, je me retrouve soit en route vers l'école de mes enfants, soit vers chez moi. Je n'ai jamais atterri dans un endroit inconnu. La meilleure façon de décrire ce que j'ai ressenti, c'est que le tronçon de route contenant ma rue et l'intersection principale avait été littéralement coupé. Il y a environ 15 ans, mon meilleur ami et moi avons vécu une expérience étrange dont je me souviens encore comme si c'était hier. C'était lors d'un anniversaire organisé autour d'un feu de camp. Ce soir-là, nous avons décidé de nous éloigner du groupe pour faire une promenade dans les bois. Cette forêt, nous la connaissions par cœur. Nous y avions joué presque tous les jours depuis que nous étions enfants, elle n'avait aucun secret pour nous. Pendant cette marche, nous avons discuté de sujets personnels, des choses que nous avions sur le cœur. Après environ 1 heure, le froid a commencé à se faire sentir, alors nous avons décidé de retourner au feu de camp. En chemin, tout semblait normal. Nous marchions tranquillement sur un sentier que nous connaissions bien, bavardant comme d'habitude. C'est à ce moment-là que nous avons aperçu un homme portant une veste rouge qui marchait lentement sur le sentier, à une centaine de mètres devant nous. Rien de particulier à signaler, ce bois est souvent fréquenté par des randonneurs. Comme il avançait à un rythme plus lent que le nôtre, nous nous rapprochions de lui petit à petit. Quand nous n'étions plus qu'à environ 4 mètres de lui, prêt à le dépasser sur sa gauche, il s'est approché d'un gros arbre qui traversait légèrement le chemin. Pendant une fraction de seconde, il a disparu de notre vue en passant derrière le tronc. Rien d'étrange jusque-là. Mais à peine 5 pas plus tard, alors que nous atteignions l'arbre à notre tour, il n'y avait plus personne. Nous avons tous les deux marqué un arrêt. Le sentier devant nous était parfaitement droit, s'étendant sur environ 200 mètres, sans aucun obstacle. Les collines boueuses de chaque côté étaient bien visibles et totalement désertes. L'homme avait disparu, littéralement, et c'était impossible. Même s'il avait couru à une vitesse incroyable ou sauté dans les buissons comme Spider-Man, nous aurions entendu ou vu un signe de son passage. Nous nous sommes regardés, sidérés. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'il est passé? Nous avons commencé à chercher autour de l'arbre, pensant qu'il jouait peut-être à se cacher ou à nous faire une blague. Mais rien. Pas une trace, pas une empreinte dans la boue.
Nous avons fouillé les environs pendant au moins 10 minutes, essayant de trouver une explication logique, mais tout cela semblait absurde. Finalement, après avoir cherché en vain, nous avons commencé à rire nerveusement, comme si c'était la seule façon de relâcher la tension. Nous répétions encore et encore, c'est impossible. Pourtant, c'était bel et bien arrivé. Quand nous sommes retournés au camp, nous avons raconté l'histoire à nos amis. Certains nous ont regardés avec scepticisme, d'autres ont ri, mais personne n'avait de véritable réponse. Ce qui rend cette expérience si troublante, c'est l'absence totale d'une explication rationnelle. Nous étions parfaitement sobres, nous avons tous les deux vu exactement la même chose, et il n'y avait rien dans cette situation qui aurait pu être interprété comme une simple erreur de perception. Je travaille de nuit dans un hôtel, et lorsqu'on fait ce genre de travail assez longtemps, il est inévitable de voir ou d'entendre des choses étranges. Une nuit, vers 3 heures du matin, je discutais avec ma collègue dans la salle à manger qui se trouve derrière la réception. Nous étions les seuls employés présents sur place, et tous les clients dormaient. Au cours de notre conversation, nous avons commencé à parler de la Bible. J'ai mentionné le livre de l'Apocalypse et je lui ai demandé si elle l'avait déjà lu. Elle m'a répondu que oui, mais que c'était il y a très longtemps et qu'elle n'avait pas compris grand-chose à l'époque. Pendant que je continuais à parler, j'ai remarqué qu'elle fixait quelque chose à travers la fenêtre qui donnait sur le rond-point devant l'hôtel, là où les clients se garent pour s'enregistrer. Elle a pointé du doigt et m'a demandé « C'est quoi, ça ?» Je me suis retourné pour regarder, et j'ai vu une lumière vive qui pénétrait dans le hall. Intrigué, je suis sorti de la salle à manger pour aller jeter un œil depuis la réception. Là, j'ai vu 2 grands véhicules de police garés juste devant l'hôtel, leurs phares allumés, braqués directement sur les portes vitrées. Leur positionnement était étrange. Habituellement, les voitures se garent en travers du rond-point, jamais en ligne droite et encore moins en direction du bâtiment. Ce qui était encore plus troublant, c'était que les policiers à l'intérieur des véhicules semblaient figés. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas, et je n'arrivais pas à distinguer leurs traits. La lumière aveuglante rendait leur visage impossible à voir. Pendant quelques minutes, j'ai parlé avec ma collègue, mais je devenais de plus en plus irrité par leur présence immobile et étrange. Je me suis décidé à aller leur parler. Quand je suis arrivé près de la porte coulissante pour sortir, j'ai vu les 2 véhicules s'éloigner en direction de la rue principale. Ce qui m'a complètement sidéré, c'est qu'ils avaient déjà traversé la vaste distance entre l'hôtel et la route, un immense parking qui fait bien plus de 100 mètres de long. Pourtant, il ne m'avait fallu que quelques secondes pour atteindre la porte. Comment avaient-ils pu parcourir une telle distance en si peu de temps? Je me suis tourné vers ma collègue, cherchant des réponses, mais elle m'a simplement regardé et dit « Peut-être qu'on devrait parler d'autre chose. » Ce n'est pas tant ce que j'ai vu, mais plutôt ce que j'ai entendu cette nuit-là qui continue de me hanter. J'avais 16 ans à l'époque, et je passais le week-end chez mon père, qui vivait à la campagne, dans une région rurale en Australie. C'était le genre d'endroit où personne ne verrouille ses portes, car tout semble paisible et sécurisé. La maison de mon père était longue et disposée en enfilade. Sa chambre se trouvait tout au bout, à l'étage dans une sorte de loft. Ma chambre, quant à elle, était située à l'extrémité opposée de la maison, à environ 20 mètres de distance, au bout d'un couloir qui desservait d'autres pièces et une salle de bain. Ce soir-là, nous étions seuls, lui et moi. J'étais resté éveillé tard à travailler sur l'ordinateur, et vers 2 heures du matin, je me suis enfin décidé à aller me coucher. Une fois dans mon lit, j'ai mis mes écouteurs et lancé une chanson de Coldplay pour m'aider à m'endormir. Je n'avais écouté que 2 minutes de la chanson lorsque j'ai entendu la porte à l'extrémité du couloir claquer violemment. C'était une porte que je n'avais pas fermée avant d'aller me coucher. Je me suis immédiatement figé et ai retiré mes écouteurs, pensant que c'était peut-être mon père. Mais avant que je ne puisse appeler, j'ai entendu une autre porte, celle de la chambre juste à côté de la première, s'ouvrir. Personne n'occupait cette pièce à ce moment-là. Un frisson glacial a traversé tout mon corps. Quelque chose n'allait pas. Après quelques secondes de silence pesant, un bruit sourd a retenti sur le sol en bois du couloir. C'était un bruit de pas, mais lourd, presque comme un piétinement.
Ce son s'est répété à intervalles réguliers, un pas, puis un autre, toujours dans le même rythme. À mi-chemin du couloir, il y avait une petite alcôve qui menait à la salle de bain, fermée par une vieille porte coulissante en bois. Cette porte faisait un bruit infernal lorsqu'on l'ouvrait ou la fermait. Après une trentaine de secondes de silence total, j'ai entendu cette porte être arrachée avec une force inimaginable, comme si quelqu'un, dans une rage folle, la tirait violemment. J'étais complètement paralysé par la peur. Je savais que ma chambre était la prochaine étape, et je n'avais aucun moyen de me protéger. Je suis resté assis dans mon lit, tremblant, attendant ce qui allait arriver. Mais rien ne s'est passé. Je suis resté éveillé, figé, jusqu'à ce que le soleil se lève. Dès que j'ai vu la lumière du jour, je me suis précipité dans la chambre de mon père pour lui raconter ce qui s'était passé. Il a immédiatement fouillé la maison, mais nous n'avons rien trouvé d'inhabituel. Toutes les portes étaient fermées, et celle qu'il avait verrouillée était toujours sécurisée. Mon père m'a assuré qu'il n'était pas descendu et qu'il n'avait jamais eu d'antécédent de somnambulisme. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne crois pas vraiment aux fantômes ou aux esprits, mais quelque chose, ce soir-là, n'était pas humain. Le bruit des pas, la violence avec laquelle la porte de la salle de bain a été ouverte, et le silence complet qui a suivi me donnent encore des frissons. L'année dernière, je vivais dans un appartement avec mon copain, et des choses vraiment étranges ont commencé à se produire. Des objets disparaissaient sans explication. Pas seulement des petites choses insignifiantes comme des élastiques pour cheveux ou des outils, mais parfois des objets beaucoup plus gros, comme mon iPad. C'était frustrant, mais au début, on pensait que c'était juste un hasard ou qu'on était distrait. Un jour, tout a pris une tournure encore plus bizarre. J'ai un petit chihuahua, et ce jour-là, j'ai remarqué qu'elle avait attrapé un de mes jouets intimes en caoutchouc que j'avais laissé sur le canapé la veille. Elle courait partout dans l'appartement, et je plaisantais intérieurement, c'est sûr, ce truc va disparaître comme tout le reste ici. Je te jure que je n'invente rien, elle courait devant moi avec ce jouet dans la bouche, et alors que je m'approchais pour le lui prendre, il a littéralement disparu. PFFF, plus rien. Même ma chienne semblait perplexe. Elle s'est arrêtée, a reniflé le sol et a regardé autour d'elle comme pour dire « Mais où est-ce que c'est passé ?» C'était impossible qu'elle l'ait avalé, elle est toute petite et l'objet était bien trop grand pour elle. J'ai passé l'heure suivante à retourner l'appartement de fond en comble, cherchant partout. J'étais persuadé qu'il allait réapparaître quand on déménagerait et qu'on viderait tout. Mais non, il n'est jamais réapparu. À ce moment-là, j'ai commencé à m'adresser à l'univers. Je demandais, s'il vous plaît, rendez-moi mes affaires. Et c'est là que tout est devenu encore plus étrange. Quelques semaines plus tard, mon copain et moi avons pris la route pour San Diego. On a tout chargé dans le coffre de son camion, sans rien toucher aux sièges arrière. Une fois arrivé à l'hôtel, mon copain réalise que sa clé de travail a disparu. Il panique. Cette clé ne quitte jamais son trousseau, et c'est une de ces clés attachées à un anneau tellement solide qu'il faut des pinces pour les retirer. Pourtant, elle avait disparu. On a passé une heure entière à fouiller, les bagages, la cabine du camion, les sièges, les compartiments. La clé était introuvable. En plaisantant à moitié, j'ai dit, c'est encore ce fichu fantôme ou cette entité qui prend nos affaires. J'ai alors demandé à voix haute, Univers, on peut récupérer cette clé, s'il vous plaît. Mon copain, frustré, a soupiré, mais je lui ai dit de vérifier une dernière fois. On s'est tourné vers les sièges arrière. Et là, sous nos yeux, la clé était posée parfaitement au milieu du siège arrière, comme si quelqu'un venait de la déposer. On s'est regardé, complètement sous le choc. Il n'y avait aucune explication logique. C'était comme si l'univers, ou quelque chose d'autre, avait entendu ma demande. Mon copain m'a traité de sorcière, mais il était tout autant effrayé que moi. Je travaille dans un musée très populaire au Royaume-Uni, où mon rôle consiste à circuler entre les différentes expositions, à informer les visiteurs sur l'histoire des lieux, et à m'assurer qu'ils sont en sécurité. Mais un jour, j'ai vécu une expérience totalement inexplicable avec un couple de visiteurs.
Dès qu'ils sont entrés dans la zone où je me trouvais, ils n'ont pas cessé de me regarder. Cela m'a immédiatement paru étrange, car ils avaient des audioguides, et il n'y avait aucune raison logique pour qu'ils me fixent autant. Ils semblaient être dans la trentaine, un homme et une femme, et j'ai simplement supposé qu'ils essayaient de formuler une question. Je suis donc allé les voir pour leur dire bonjour. Ils m'ont répondu de manière très amicale, mais les sourires qu'ils m'ont adressés étaient tellement chargés d'émotion que j'en ai été un peu déconcerté. Ce n'était pas un simple sourire poli ou chaleureux, c'était intense, presque bouleversant. Pendant que je leur parlais de l'exposition, j'avais la nette impression qu'ils ne prêtaient pas attention à mes mots, mais qu'ils étaient juste absorbés par le fait que je parle. Leurs expressions faciales ne changeaient pas, mais leurs yeux semblaient devenir de plus en plus humides. Ils avaient l'air si émus que je me suis demandé s'ils traversaient une période difficile. Je me suis dit qu'ils essayaient peut-être d'être polis en m'écoutant, même si leur esprit était ailleurs. Je leur ai donné des informations sur l'exposition et essayé de répondre à leurs questions, mais chaque fois que je faisais mine de partir, ils me posaient une nouvelle question pour prolonger la conversation. Leur comportement était à la fois respectueux et étrangement mélancolique. Au bout d'environ 5 minutes, je devais prendre ma pause, alors j'ai poliment pris congé. C'est là qu'ils m'ont remercié avec une sincérité frappante. Puis, à ma grande surprise, ils m'ont remercié par mon prénom. Cela m'a figé sur place. Je ne me présente jamais avec mon prénom au travail. Dans ce musée, nous n'avons pas pour habitude de partager nos prénoms avec les visiteurs. De plus, je ne porte pas de badge nominatif, précisément parce que je préfère garder une certaine distance avec les visiteurs. Pourtant, ce couple connaissait mon prénom. Ils sont ensuite partis rapidement, sans vraiment visiter l'exposition. Je les ai regardés s'éloigner, et ils semblaient sur le point de pleurer. Depuis ce jour, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Je suis certain de ne jamais les avoir rencontrés auparavant. Je connais tous mes proches et mes amis, et ils ne faisaient partie d'aucun cercle que je pourrais reconnaître. Leur présence dégageait une atmosphère étrange, une sorte de tristesse douce amère que je n'arrive pas à décrire. Nous sommes catholiques et nous allons à l'église chaque week-end. Notre église est petite et nous connaissons presque tout le monde, car nous les voyons régulièrement depuis 3 ans. Il y avait une famille que je voyais toujours là-bas. Un homme, une femme, et leurs enfants. Pendant tout ce temps, j'ai toujours cru qu'ils avaient 2 fils. Le plus jeune avait environ 3 ou 4 ans, et l'aîné avait peut-être 6 ou 9 ans. Le garçon plus âgé ressemblait beaucoup au plus jeune, avec les mêmes traits et le même visage, mais il avait les cheveux bien coiffés et un air plus mature. Le plus jeune jouait souvent avec mon enfant, tandis que l'aîné restait généralement avec son père dans une autre pièce. Le père n'aimait pas beaucoup venir à l'église, et il trouvait toujours une raison pour aller dans la salle de jeu avec l'aîné. Pendant ce temps, la mère restait avec le plus jeune. La femme est tombée enceinte à peu près en même temps que moi. Malheureusement, j'ai eu des complications et j'ai dû être hospitalisé pendant plusieurs mois. J'ai perdu mon bébé à la naissance, et cette épreuve a été très difficile. Après une année de thérapie et de soutien, j'ai réussi à reprendre des forces et j'ai décidé de retourner à l'église. Quand je suis revenu, j'ai vu la femme avec sa fille nouveau-née et son fils. Mais l'aîné n'était pas là. Après la messe, en allant à la voiture, j'ai demandé à mon mari où était l'autre fils. Il m'a regardé avec surprise et m'a demandé de quel fils je parlais. Je lui ai répondu qu'ils avaient 2 garçons. Il m'a dit qu'il n'avait toujours eu qu'un seul enfant. Cette réponse m'a complètement troublé, mais j'ai essayé de passer à autre chose. Le dimanche suivant, je les ai de nouveau observés. Il y avait la mère, son mari, leur fille et le plus jeune garçon, mais toujours aucun signe de l'aîné. Depuis, je n'arrête pas d'y penser. Je suis convaincu que je les ai vus ensemble. Je les vois encore dans mes souvenirs, ces 2 garçons portant des vêtements différents et jouant dans la même pièce. Je revois leurs visages, si semblables et pourtant distincts. Ce n'était pas une erreur, c'est un souvenir clair et précis. Cette histoire s'est déroulée dans le salon de mon ami. Pour donner un peu de contexte, le rez-de-chaussée de sa maison forme un grand carré, avec le salon au centre.
On peut faire le tour en passant par la cuisine, la buanderie, et revenir au salon. Sa chambre est juste derrière la buanderie. Un soir, James se lève pour aller chercher quelque chose dans sa chambre. Normalement, ce trajet prendrait entre 20 et 30 secondes, tout au plus. Il quitte la pièce par une porte latérale, et là, instantanément, il réapparaît à l'autre entrée du salon avec l'objet qu'il était allé chercher. Sur le moment, j'aurais pu penser que j'avais mal évalué le temps qu'il lui avait fallu, ou que j'étais simplement distrait. Mais ce n'était pas seulement mon impression, notre autre amie, Sarah, qui était assise en face de moi, a été la première à réagir. Elle l'a regardé, abasourdi, et a demandé « Comment tu as fait ça ?» James, visiblement perplexe, ne comprenait pas de quoi on parlait. Mais Sarah et moi étions formels, nous avions tous les deux vu la même chose. Il avait littéralement téléporté d'un côté de la maison à l'autre. Pour vérifier, nous avons testé plusieurs théories. On l'a chronométré en courant à pleine vitesse sur le même trajet, impossible de reproduire ce qu'on avait vu. J'ai même cherché des trappes secrètes ou, qui sait, un téléporteur caché, mais il n'y avait rien. Aucune explication rationnelle. James, de son côté, continue de dire qu'on est fou. Pour lui, rien d'étrange ne s'est passé. Mais Sarah et moi savons ce que nous avons vu. Il a quitté la pièce par une porte et est réapparu instantanément par l'autre. Nous avons littéralement vu notre ami se matérialiser en un clin d'œil. Dans mon travail, les téléphones avec appareil photo sont strictement interdits. On doit les laisser à l'entrée, mais on a le droit d'apporter un lecteur de musique tant qu'il n'est pas équipé d'une caméra. Ils sont régulièrement inspectés, et des autocollants de sécurité sont apposés dessus. Mon choix s'est donc porté sur un iPod classique de 7e génération, avec ses 120 gigaoctets de stockage. Je l'utilisais tous les jours pour rendre mes longues heures de travail plus supportables. Près de mon poste de travail, il y a une petite salle de pause où je prends souvent mes repas avec quelques collègues. Cette pièce est juste à côté d'un autre petit local utilisé comme réserve pour le matériel de nettoyage. Les deux pièces ont des portes qui donnent directement sur l'espace de travail principal, mais il n'y a ni fenêtre, ni conduit d'aération, ni aucune autre connexion entre elles. Il y a quelques jours, pendant ma pause déjeuner, je réchauffais mon repas au micro-ondes quand un collègue est entré dans la pièce. Je sortais mon iPod pour mettre la musique sur pause, mais il m'a glissé des mains. Le câble s'est débranché et l'iPod est tombé sous une petite table avec une plante décorative dessus. Mon collègue et moi avons vu exactement la même chose, il était là, sous la table. Quand je me suis baissé pour le récupérer, il avait disparu. J'ai cherché sous la table, déplacé la plante, fouillé chaque recoin de la pièce, mais impossible de remettre la main dessus. Mon collègue, aussi perplexe que moi, m'a aidé à chercher, sans succès. J'étais à la fois frustré et déconcerté. Non seulement j'avais perdu mon iPod, mais je devais finir le reste de ma journée sans musique, ce qui était particulièrement ennuyeux. Quelques jours plus tard, nous étions à court de savon et de papier essuie-tout. Mon collègue et moi sommes allés dans le local de nettoyage pour en chercher. Et là, près du mur, posé comme si de rien n'était, se trouvait mon iPod. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment avait-il pu arriver là? Ce local est complètement séparé de la salle de pause, sans passage entre les deux. Quand je l'ai ramassé, il était éteint, complètement déchargé, au point que même l'icône de batterie faible ne s'affichait pas. J'ai trouvé ça étrange, car j'avais changé la batterie moi-même environ 1 an auparavant, et elle était encore en très bon état. Une fois chez moi, je l'ai branché à son chargeur FireWire et laissé recharger pendant plusieurs heures. Mais la batterie semblait morte. Je l'ai remplacée par une neuve, mais à peine l'avais-je installée que j'ai entendu le bruit le plus redouté pour tout propriétaire d'iPod, le cliquetis sinistre du disque dur en panne. L'écran d'erreur classique m'indiquait que le disque dur était corrompu ou cassé. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. J'ai entendu parler de théories étranges selon lesquelles il pourrait, dans des circonstances très rares, être possible que deux objets solides traversent l'un l'autre à un niveau microscopique. Mais je n'aurais jamais imaginé vivre une situation aussi inexplicable. En 2006,
j'avais une vingtaine d'années et je travaillais dans un Subway au centre-ville, en Angleterre. J'y suis resté 5 ou 6 mois, travaillant autant d'heures que possible. J'étais souvent la dernière personne sur place pour fermer le magasin. Un soir, relativement tard, il faisait déjà nuit. Je nettoyais avant de partir. En général, on était 2 pour la fermeture, mais mon collègue, qui venait de commencer, n'était pas très efficace et m'encombrait plus qu'autre chose. Pour aller plus vite, je lui ai proposé de rentrer chez lui. Il est parti, me laissant seul dans le magasin. Notre Subway faisait partie d'une petite place commerciale au pied d'un immeuble. L'entrée principale donnait sur la rue, mais la porte arrière s'ouvrait sur un couloir intérieur qui reliait les arrière-boutiques de plusieurs commerces. Ce couloir menait à une zone de chargement équipée d'un grand rideau métallique, donnant sur une rue latérale. Alors que je m'activais à finir de nettoyer, les alarmes incendie se sont déclenchées. Le bruit était assourdissant. Je n'ai vu aucun feu dans le magasin, alors je suis allé à la porte arrière pour jeter un œil dans le couloir. C'était là que les choses ont pris une tournure étrange, le couloir était rempli de fumée. Je ne pouvais pas voir à plus d'1 ou 2 mètres devant moi. Pourtant, ce qui m'a frappé, c'est que je ne sentais aucune odeur de fumée. Je n'avais aucune intention d'aller voir ce qui se passait. J'ai fermé la porte et appelé le 999. Je me souviens d'avoir expliqué à l'opérateur qu'il y avait de la fumée et que les alarmes incendie retentissaient, mais que je ne savais pas où se trouvait le feu. Ils ont insisté pour savoir si j'avais vu des flammes ou pu localiser précisément l'incendie, mais je n'en avais aucune idée. Après cet appel, j'ai vu un camion de pompiers passer devant le magasin. Pourtant, personne n'est venu vérifier à l'intérieur, ce qui me semblait étrange vu que j'avais signalé que j'étais toujours dans le bâtiment. J'ai décidé que je n'allais pas rester là tout seul si un incendie était en cours. Mais alors que je m'apprêtais à partir, les alarmes se sont arrêtées. Le silence total. Je suis retourné à la porte arrière pour regarder dans le couloir. La fumée avait complètement disparu. Pas un nuage, pas même une légère brume. Tout était clair, comme si rien ne s'était passé. Et encore une fois, aucune odeur de brûlé. Tout semblait parfaitement normal, comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. Je crois que j'ai simplement verrouillé le magasin et suis rentré chez moi. Ce qui est étrange, c'est que je ne me souviens pas en avoir parlé à qui que ce soit sur le moment. Aujourd'hui, si une telle chose arrivait, il y aurait des photos et des messages partagés en groupe dans l'instant. Mais à l'époque, on n'avait pas encore ce genre de réflexe. C'est comme si j'avais juste pensé, c'était bizarre, avant de passer à autre chose. Avec le recul, j'ai évoqué cette histoire à quelques amis. Certains plaisantent en disant que le Subway a brûlé dans une autre dimension ou que je suis mort dans un incendie dans une autre ligne temporelle. Une hypothèse qui m'a récemment interpellé est qu'il aurait pu s'agir d'une fuite de gaz réfrigérant provenant d'un congélateur ou d'un frigo endommagé dans une des boutiques voisines. Cela pourrait expliquer pourquoi je n'ai senti aucune odeur de fumée, mais je ne sais pas si un tel gaz suffirait à déclencher des alarmes incendie ni comment il aurait pu se dissiper aussi rapidement. C'était l'été 1987 et j'attendais notre deuxième enfant. À ce stade de ma grossesse, j'avais pris environ 25 kilos, et même si mon alliance était très serrée, j'avais réussi à la garder à mon doigt. Elle ne bougeait plus et il n'y avait aucune chance que je puisse l'enlever avant d'accoucher dans les 2 semaines à venir. Comme l'arrivée du bébé approchait, nous avons décidé de profiter d'un dernier moment tranquille à 2. Nous avons préparé un pique-nique et sommes allés dans une belle zone locale, un endroit avec un grand champ ouvert qui surplombe l'eau. Après avoir garé la voiture, nous avons parcouru environ 400 mètres dans le champ pour trouver un coin agréable où nous installer. Là, nous avons savouré notre déjeuner en profitant de la douceur de cet après-midi d'été. Une fois le repas terminé, nous avons rassemblé nos affaires et commencé à marcher tranquillement vers la voiture. Mais juste avant d'atteindre le parking, j'ai baissé les yeux et mon cœur a bondi. Mon alliance, elle avait disparu. Tout ce qu'il restait, c'était la marque pâle sur mon doigt, là où l'anneau avait été. J'étais bouleversé. D'une voix haletante, j'ai expliqué à mon mari ce qui venait de se passer. Il m'a immédiatement pris la main et, d'un ton rassurant, m'a dit « Ne t'inquiète pas, on va la retrouver ». Mais je savais que c'était presque mission impossible.
L'Alliance aurait pu tomber n'importe où entre le parking et l'endroit où nous avions pique-niqué, dans ce champ immense sans chemin défini. Nous avons fait demi-tour et commencé à retracer nos pas. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mon mari scrutait le sol, un air de détermination sur le visage, tandis que je tentais de ne pas céder au désespoir. Puis, de manière totalement improbable, il s'est arrêté brusquement, a regardé quelque chose au sol et s'est accroupi. Quand il s'est relevé, il tenait mon alliance. Il l'avait retrouvée. Là, dans cet immense champ d'herbe, il avait repéré un petit éclat brillant. C'était comme s'il avait su exactement où chercher, un instinct inexplicable. Nous étions stupéfaits. Nous avons échangé un regard incrédule, incapables de croire ce qui venait de se passer. Quand j'étais dans la vingtaine, au début des années 1990, j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a cloué à l'hôpital pendant environ 1 an. L'hôpital où j'étais admis, le Matedei, était un établissement catholique situé au Zimbabwe. Une grande partie du personnel infirmier était composée de religieuses. En plus des soins médicaux, elles passaient souvent me voir, simplement pour discuter ou vérifier comment j'allais. Une matinée, tôt, j'ai entendu un coup frapper à ma porte. Une religieuse que je n'avais jamais vue est entrée et s'est présentée comme sœur Greta, membre de l'équipe soignante. Elle s'est assise au bord de mon lit, et nous avons parlé pendant quelques minutes. Elle m'a ensuite demandé si elle pouvait prier pour moi. J'ai accepté. Elle m'a tenu la main, a prononcé une prière, m'a souhaité du courage et est partie. Quelques minutes plus tard, une autre sœur, que je connaissais bien, est entrée pour me saluer. Je lui ai dit que ma journée commençait bien, car j'avais déjà reçu une visite de sœur Greta. Sa réponse m'a glacé. Elle m'a regardé avec surprise et m'a dit qu'il n'y avait aucune sœur Greta à l'hôpital. Elle m'a expliqué que, sitôt le matin, seules 2 religieuses étaient présentes, et ni l'une ni l'autre ne correspondait à ma description. Je lui ai décrit en détail l'apparence de sœur Greta et la tenue qu'elle portait, insistant sur le fait qu'elle s'était assise sur mon lit. Le matelas portait encore la marque où elle s'était installée. L'autre sœur a simplement haussé les épaules avant de repartir. Une demi-heure plus tard, elle est revenue avec un livre qui retraçait l'histoire de l'hôpital. Elle m'a montré une photo datant des années 1950. Les habits des religieuses sur la photo correspondaient exactement à ceux que je venais de décrire. Elle m'a également confié que des patients mentionnaient parfois avoir vu des religieuses portant ces anciens uniformes, même si elles n'appartenaient pas au personnel actuel. Je n'ai jamais revu sœur Greta ni vécu quelque chose de semblable pendant mon séjour à l'hôpital. Ce n'était pas terrifiant, mais plutôt étrange et mystérieux. Avec le recul, je dirais que c'est le genre d'histoire de fantôme que je peux accepter. Si c'était vraiment une apparition, elle n'était là que pour m'apporter un peu de réconfort, et c'est une idée qui ne me dérange pas du tout. J'avais invité une amie de l'école à une soirée pyjama chez moi. On regardait un film tranquillement, quand soudain une pensée étrange m'est venue en tête, son chien venait de mourir. Je ne savais pas quoi faire avec cette idée. Je ne pouvais pas simplement sortir ça de nulle part. Alors, d'une manière un peu maladroite et inappropriée vu le contexte, je lui ai demandé en plein milieu du film, « Au fait, comment va ton chien ?» Elle a été surprise, évidemment. Je n'avais jamais rencontré son chien, et elle n'en parlait presque jamais. Je savais juste qu'elle en avait un, car elle l'avait mentionné en passant une fois ou deux. Elle m'a répondu que son chien vieillissait, mais qu'il allait bien. On a repris le film et la conversation a dérivé sur autre chose, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation bizarre. Le lendemain, elle est rentrée chez elle. Quelques heures plus tard, elle m'a appelé. Sa voix était à la fois troublée et incrédule. Elle m'a demandé « Pourquoi tu m'as parlé de mon chien hier ? Comment tu savais ?» J'étais confuse et je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a alors expliqué que son chien était mort la nuit précédente, à peu près à l'heure où je lui avais posé la question. J'étais sous le choc, mais étrangement, une partie de moi n'était pas totalement surprise. C'est difficile à expliquer. Je n'avais aucune raison particulière de penser à son chien ce soir-là.
Ce n'était pas un sujet auquel je réfléchissais d'habitude, et il n'y avait rien qui aurait pu me pousser à poser cette question à ce moment précis. Une nuit, je conduisais sur l'autoroute, de très mauvaise humeur. J'étais en train de rouler bien trop vite, probablement à au moins 40 km/h au-dessus de la limite. Je savais que je poussais trop loin, mais je m'en fichais complètement sur le moment. Puis, une voiture est arrivée derrière moi. C'était un gros camion Chevrolet avec des vitres teintées et des phares démesurément grands, clairement des modifications après l'achat. Dès qu'il s'est mis à me suivre, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. C'est difficile à expliquer, mais tout mon corps me criait que quelque chose n'allait pas. Au début, je me suis dit que si c'était un flic, il m'aurait déjà arrêté vu ma vitesse excessive. Mais non, le camion se contentait de rester derrière moi, suivant exactement le même rythme que moi, accélérant aussi. À ce stade, je commençais à vraiment me sentir mal à l'aise. J'ai décidé de quitter l'autoroute pour voir si ce camion continuerait à me suivre. Et bien sûr, il l'a fait. Je me suis dirigé vers une station-service et je me suis garé, le cœur battant à toute allure. Je ne savais pas quoi faire, mais je me suis dit que si quelque chose de grave allait se passer, au moins les caméras de la station pourraient enregistrer ce qu'il se passait. Quand je suis sorti de ma voiture, le camion s'est arrêté un peu plus loin, et sa fenêtre s'est abaissée. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait un homme à l'intérieur. Son visage était gravement déformé, quelque chose de difficile à décrire avec précision. La seule comparaison qui me vient en tête est celle de Rocky Denny, ce personnage du film où un garçon à la tête déformée trouve l'amour malgré son apparence. Mais cet homme dans le camion, il était encore plus dérangeant. Il m'a fait signe avec son doigt, comme pour m'inviter à m'approcher. C'était un simple mouvement, mais tout en moi hurlait de ne pas y aller. Je savais, au plus profond de moi, que quelque chose était très, très mauvais. Sans réfléchir davantage, je me suis précipité à l'intérieur de la station-service. Mon corps tremblait, et j'essayais d'expliquer au caissier ce qui venait de se passer. Mais je savais que je devais avoir l'air complètement fou. Ma voix était tremblante, mes phrases n'avaient aucun sens, et le caissier me regardait comme si j'étais ivre ou drogué. Après quelques secondes, j'ai jeté un coup d'œil dehors pour vérifier où était le camion. Il avait disparu. Plus aucune trace de lui. Je n'ai jamais revu ce camion, et je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait ou qui était cet homme. Quand j'étais enfant, il m'arrivait souvent de descendre à la cuisine tard dans la nuit pour chercher des snacks pour mes sessions de gaming nocturne. Une nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai décidé de me faufiler discrètement pour aller chercher des bonbons que mes parents pensaient avoir cachés. Je savais qu'il y avait un bol de bonbons sur une étagère en hauteur, un endroit où ils pensaient que je ne pouvais pas atteindre. Mais j'étais déterminé. J'ai pris une chaise, l'ai placée sous l'étagère, et suis monté dessus. Même debout sur la chaise, il m'a fallu me mettre sur la pointe des pieds pour attraper le bol. Au moment où mes doigts ont touché le bol, il m'a échappé des mains et est tombé. Je me suis figé, les oreilles couvertes, anticipant le bruit assourdissant d'un bol en verre qui se brise sur le sol dans le silence total de la nuit. Je savais que ce bruit allait réveiller mes parents, et j'imaginais déjà leur visage en colère en découvrant ce que j'avais fait. Mais il ne s'est rien passé. Pas un bruit. Pas de verre brisé. Pas de bonbons éparpillés sur le sol. Absolument rien. Je suis resté pétrifié, fixant le sol où le bol aurait dû atterrir. Je n'arrivais pas à comprendre. Il était tombé juste devant moi, je l'avais vu tomber. Et pourtant, il n'y avait aucune trace de lui. Le bol et les bonbons avaient simplement disparu. Je me suis assis sur la chaise, complètement déconcerté, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Après un moment, j'ai abandonné et je suis retourné dans ma chambre, l'esprit tourmenté par cette scène inexplicable. Quelques jours plus tard, ma mère cherchait le bol. Elle était certaine de l'avoir laissé sur l'étagère, mais il était introuvable. Elle en a parlé à voix haute, se demandant où il avait bien pu passer. J'ai hésité à lui dire ce qui s'était passé cette nuit-là, mais j'ai finalement décidé de ne rien dire. Même moi,
Je ne comprenais pas ce que j'avais vu. J'avais environ 10 ans et ma sœur cadette en avait 7. Elle avait l'habitude de venir me réveiller la nuit quand elle avait peur, et je la réconfortais avant de la border à nouveau dans son lit. Mais cette nuit-là était différente. Elle me secouait violemment pour me réveiller, en larmes, incapable de parler. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité dans sa chambre, et après quelques minutes, elle a enfin réussi à me dire ce qui la terrifiait. Elle entendait des pas légers dans le petit couloir qui séparait nos chambres. Nos chambres étant situées de part et d'autre du couloir, le bruit semblait passer juste devant nous. Au début, je pensais qu'elle devait s'imaginer des choses. On a essayé de rester silencieux pour écouter, mais on n'entendait rien. Finalement, alors qu'on commençait à se calmer, les bruits de pas ont repris. Cette fois, ils étaient si clairs que c'était comme si quelqu'un marchait lentement juste devant nos portes. Une peur intense nous a envahis. Nous étions convaincus que quelqu'un avait pénétré dans la maison et qu'il se promenait tranquillement. J'ai saisi un oreiller, oui, un oreiller, comme si ça pouvait me protéger ou protéger ma sœur, et nous avons attendu, tremblants. Après environ 2 minutes de ces pas étranges, j'ai trouvé le courage de crier « au secours » et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents, située à l'autre bout de la maison. Je les ai réveillés, paniqués, et leur ai expliqué ce qu'il se passait. Mon père s'est levé pour fouiller toute la maison, y compris le jardin. Mais il n'a rien trouvé. Tout était en ordre, et il est retourné se coucher. Rassuré, j'ai décidé de rester dans le lit de ma sœur pour qu'elle se sente en sécurité. Nous étions encore éveillés, discutant doucement pour essayer de nous calmer, quand, environ 15 minutes plus tard, un bruit assourdissant a retenti depuis la cuisine. C'était un grincement strident, comme si quelque chose traînait sur les carreaux. Nous avons bondi de peur et commencé à crier, réveillant à nouveau nos parents. En sortant dans le couloir, avant même qu'ils n'arrivent, nous avons vu une des chaises en bois de la cuisine déplacée d'environ 5 mètres, loin de la table. Elle semblait avoir été traînée sur le sol car elle n'était pas tombée, mais parfaitement debout. Nous étions sous le choc. Mes parents étaient aussi troublés que nous. Mon père a de nouveau vérifié toute la maison, mais il n'y avait aucun signe d'effraction, et toutes les portes et fenêtres étaient encore fermées et verrouillées. Après cet événement, ma mère, toujours inquiète quelques jours plus tard, a décidé de consulter une amie qui était médium. Celle-ci lui a dit qu'environ 40 esprits négatifs étaient présents dans notre maison à ce moment-là. En réponse, ma mère a fait bénir la maison avec de l'eau bénite. Elle ne nous a pas parlé de cette intervention immédiatement, probablement pour ne pas nous effrayer davantage. Depuis cette bénédiction, plus rien d'étrange ne s'est produit dans la maison. Pour être honnête, je ne crois pas beaucoup au paranormal, mais cette expérience m'a fait réfléchir. L'idée qu'il puisse y avoir eu un intrus m'effraie encore plus, mais tout était verrouillé et il n'y avait aucun signe d'entrée ou de sortie. De plus, nos portes font beaucoup de bruit quand on les ouvre ou les ferme, et nous aurions entendu quelqu'un s'enfuir. Je penche donc pour une explication surnaturelle. En tant qu'adulte, je racontais à ma mère un rêve étrange que j'avais fait. Dans ce rêve, j'étais dans une maison que je ne connaissais pas consciemment, mais dont je pouvais décrire chaque détail. La maison était marron, avec 2 chambres, 2 étages et un escalier en forme de L. Je pouvais décrire précisément l'aménagement, la disposition des pièces, et même certains éléments de mobilier. Je n'y pensais pas trop, mais en partageant ces détails avec ma mère, elle s'est arrêtée net et m'a regardé avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Elle m'a alors expliqué que la maison que je décrivais était celle où ma famille vivait avant ma naissance et pendant mes premiers mois de vie. Je n'étais pas littéralement né dans cette maison, j'étais né à l'hôpital, mais c'était là où mes parents vivaient avant de déménager quand j'avais environ 7 ou 8 mois. Je n'avais aucun souvenir conscient de cette maison, car j'étais bien trop jeune pour m'en souvenir normalement. Au début, j'ai pensé que mon cerveau avait dû assembler des fragments d'informations que j'aurais vus sur des vieilles photos de famille. Mais en y réfléchissant, cela n'avait aucun sens. Les photos que nous avions de cette période étaient surtout des gros plans de moi en tant que bébé, ou des clichés flous où on voyait à peine l'arrière-plan.
Il n'y avait aucun moyen que ces photos puissent m'avoir donné un niveau de détail aussi précis, comme la disposition exacte des pièces ou les meubles. Encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quoi penser de cette expérience. La meilleure hypothèse que je peux formuler est que mon cerveau a puisé dans des souvenirs extrêmement anciens et obscurs, enfouis quelque part dans ma mémoire implicite. Peut-être que mon esprit a réussi à faire remonter ces impressions sensorielles stockées depuis ma toute petite enfance, même si cela défie ce que je pensais être possible en matière de mémoire. Je vais vous raconter quelque chose qui me travaille depuis 20 ans. J'hésite depuis longtemps à en parler parce que je sais à quel point ça peut sembler dingue. Mais j'ai besoin de mettre ça quelque part, de poser des mots sur ce que j'ai vécu, parce que garder tout ça pour moi commence à peser. Peut-être que d'autres comprendront, peut-être que je trouverai des réponses, ou au moins un peu de soutien. C'était il y a 1 an. Je suis grutier, et comme chaque jour, j'étais au boulot sur un chantier. Tout se passait bien jusqu'à ce que tout bascule. Une erreur, une glissade, et je suis tombé de plus de 10 mètres. Ce genre de chute, normalement, tu n'en réchappes pas. Mais je ne suis pas mort. Enfin, c'est plus compliqué que ça. J'ai perdu connaissance sur le coup, et quand les secours sont arrivés, j'étais dans le coma. J'ai appris plus tard que ça avait duré 15 jours. Mais ces 15 jours, je ne les ai pas vécus comme un simple sommeil profond. Ce n'était pas le vide, pas un rêve. J'étais ailleurs. Dès que j'ai ouvert les yeux, je savais que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Tout était différent. Ce n'était pas la réalité qu'on vit ici. Les couleurs étaient plus vives, comme si elles vibraient. Le temps semblait élastique, parfois il passait en un éclair, parfois il s'étirait comme du chewing-gum. Et surtout, il y avait ces êtres. Je ne sais pas comment les décrire exactement. Ils n'étaient pas humains, mais ils n'étaient pas non plus des aliens comme on les imagine dans les films. Ils étaient faits de lumière, ou peut-être d'énergie. Ils n'avaient pas de visage, mais je sentais leurs intentions, leurs émotions. Ils étaient calmes, patients, mais sérieux. Et ils parlaient une langue que je comprenais sans vraiment l'entendre. Une sorte de transmission directe, comme si leurs pensées se glissaient dans ma tête. Ils m'ont expliqué des choses qui, sur le moment, semblaient limpides, mais qui sont devenues de plus en plus floues à mon réveil. Ce que je me rappelle clairement, c'est qu'ils m'ont dit que notre monde n'était pas la vraie réalité. Qu'il s'agissait d'une simulation. Un programme conçu par une civilisation immensément avancée et qu'en fait, cette civilisation, c'était nous. Ils m'ont dit que dans la vraie réalité, nous sommes une société technologiquement et spirituellement bien plus avancée. Mais nous avons atteint un stade où tout est tellement perfectionné qu'il n'y a plus de surprises, plus de défis. La vie est devenue ennuyeuse. Alors, pour échapper à cette monotonie, on a créé ces simulations. Des mondes où les imperfections, les souffrances, les émotions fortes existent encore. Des mondes où l'on peut vivre pleinement, avec tout ce que ça implique de bon comme de mauvais. Ils m'ont expliqué que ma chute avait causé un bug. Dans la simulation, ma mort n'était pas prévue à ce moment-là. Et ça m'avait placé entre deux états, ma conscience était encore connectée au programme, mais elle touchait aussi à la réalité extérieure. C'est pour ça que j'étais là, entre ces deux mondes. C'est là qu'ils m'ont posé une question qui m'a marqué à jamais, est-ce que je voulais sortir de la simulation ou y retourner? Ils m'ont prévenu que si je choisissais de rester dans la vraie réalité, je serais incomplet. Je n'avais pas encore fini mon expérience dans le monde simulé, et ça créerait un déséquilibre. Je serais là-bas, mais sans vraiment être entier, comme si j'avais sauté un chapitre d'un livre sans comprendre l'histoire. J'ai réfléchi. Longtemps, je crois. Et au final, j'ai choisi de revenir. Je ne pouvais pas abandonner tout ce que je connaissais ici. Ma famille, mes amis, ma vie, même si elle est imparfaite, même si elle est parfois difficile. J'ai choisi de revenir parce que, au fond de moi, je sentais que je n'étais pas prêt à affronter cette autre réalité. Quand je me suis réveillé, c'était comme si on m'avait arraché un voile devant les yeux. Tout semblait un peu faux. Comme si je voyais les pixels derrière les couleurs. Parfois, je remarque des coïncidences tellement étranges qu'elles me donnent l'impression d'être dans un programme qui se réajuste en permanence.
D'autres fois, des bugs me sautent aux yeux, des choses qui se passent sans raison, des souvenirs qui ne collent pas avec la réalité. Depuis, je vis avec ce doute constant. Est-ce que je vais me réveiller à nouveau un jour? Est-ce que cette vie n'est qu'un grand jeu auquel j'ai accepté de jouer, sans m'en souvenir? Je ne peux pas en parler à tout le monde, évidemment. Qui croirait une histoire pareille? Mais si vous avez déjà eu cette impression, ce sentiment que quelque chose cloche dans ce monde, peut-être que vous savez de quoi je parle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.